Loin des grandes routes touristiques du Pacifique Sud, Rurutu est l'île la plus au nord de l'archipel des Australes. Longtemps oubliée, cette poussière de Polynésie a su conserver sa culture et ses traditions. Les 2000 habitants de l'île vivent regroupés dans 3 villages côtiers en parfaite autarcie. L'activité des Rurutu est à la fois tournée vers la terre et vers la mer. Ici, on vit de l'agriculture, de l'artisanat et de la pêche. Perdue au cœur du Pacifique, la Polynésie française est composée de 5 archipels éparpillés sur une surface grande comme l'Europe. Située à plus de 600 km au sud de Tahiti, Rurutu s'étend sur une quarantaine de kilomètres carrés et sa formation géologique est une curiosité pour les spécialistes. Il y a des millions d'années, le soulèvement de la croûte terrestre projette au-dessus de la surface de la mer l'ensemble de l'île, transformant son ancien récif en falaise côtière. Au fil des millénaires, la pluie, le vent et les embruns vont sculpter dans ces falaises calcaires des centaines de grottes, aujourd'hui célèbres pour leur fantastique concrétion. En polynésien, Rurutu signifie « le rocher qui jaillit », un nom qui résume bien la formation géologique unique de cette île dans le Pacifique. Une formation qui prive l'île de lagons et qui oblige les habitants à pêcher sur un récif frangeant de quelques dizaines de mètres seulement quand ils ne vont pas en mer. Cette géologie exceptionnelle permet d'admirer le jeu des baleines à bosse toutes proches. On les retrouve dans toute la Polynésie, mais c'est à Rurutu qu'on peut les observer le plus facilement entre le mois de juillet et le mois d'octobre. C'est à cette période, au début de l'hiver austral, qu'elles délaissent l'Antarctique pour remonter vers les eaux plus chaudes du Pacifique Sud, où elles viennent se reproduire et mettre au monde leurs baleineaux. Et quand l'atae, l'arbre aux baleines, se couvre de fleurs, les habitants de l'île se préparent à une double visite, celle des baleines, mais aussi celle de leurs admirateurs. Depuis quelques années, l'engouement pour le whale watching et la plongée avec les cétacés attire sur l'île de plus en plus de visiteurs, avides de rencontres avec les grands mammifères marins. Il faut dire que Rurutu est l'un des seuls endroits au monde où l'on peut les observer de si près et même nager avec elles. Aujourd'hui, nous avons de la chance. Un jeune mâle se décide enfin à faire sa cour pour impressionner une belle. Le spectacle réjouit les plus blasés d'entre nous. C'est grandiose et le ballet dure des heures. Les tohora ont toujours fait partie de la vie des Rurutu. Elles sont même à la base d'une des légendes de l'île, la légende de Tuivao, le grand pêcheur de Rurutu, qui ramena une baleine à lui seul. Il l'offrit ensuite aux 7 frères Hiro, qui régnaient alors sur le Grand Pacifique. La renommée de Tuivao a bravé le temps. À l'époque, les pêcheurs ne partaient pas à la chasse à la baleine sans la présence d'un descendant de Tuivao sur l'île. Aujourd'hui, les baleines nagent en toute tranquillité. Elles n'ont plus rien à craindre des pêcheurs de Rurutu qui ne les chassent plus depuis 50 ans. Voici la dernière, prise près du village d'Auti en 1957.
Toute l'île était au rendez-vous pour faire la fête. On croise encore aujourd'hui quelques anciens harponneurs, des nostalgiques de cette époque où une seule baleine nourrissait toute l'île pendant plusieurs semaines. La chasse à la baleine n'était pas rentable, elle coûtait trop cher. Il fallait 2 ans de travail à toute la population pour acheter le matériel nécessaire, cordes, harpons et tonneaux. Seule la pêche traditionnelle a survécu. La plus ancienne des pêches tahitiennes est la pêche au fond. Elle se pratique à l'aide d'un hameçon en bois. Sa fabrication commence ici. Il faut bien choisir sa branche de haïto, qu'on appelle aussi filao. Cet arbre au bois très résistant est l'arbre à tout faire des rouroutou. Le choix de la branche est primordial. Sa forme doit être parfaite. Henri, lui, reconnaît du premier coup d'œil les bonnes branches. 60 ans de pêche au fond lui ont donné l'assurance du spécialiste. Pour fabriquer l'hameçon, un marteau et un coupe-coupe suffisent. Comme ses ancêtres, Henri retrouve les gestes qui vont donner forme à l'hameçon. Chaque coup de machette est précis et sculpte le morceau de haïto. Le corps en bois est le seul élément qui ait résisté au temps et au modernisme. Les clous et le fil de fer ont remplacé l'os et la fibre de coco. Chaque hameçon est une pièce unique et correspond à un type de pêche bien précis. La technique semble archaïque, mais cet hameçon est un chef-d'œuvre d'ingéniosité qui a trouvé sa forme définitive il y a déjà plusieurs centaines d'années. De nos jours, c'est encore l'unique moyen de capturer des poissons de grande profondeur comme l'uravena et le mana. Tout a de l'importance dans la fabrication de cet accessoire. De la forme en V à la longueur de la pointe, en passant par la disposition de l'appât sur la base. Le petit nous poisson, hein, faut enlever comme ça. Mais là, tu tombes là. Faut amener là, comme ça, atrás. Comme ça, plus loin là. Le petit poisson aussi là. Si le poisson tu vas aller dedans, tu montes là, tu dois aller dehors. Non, tu ne dois pas aller dehors. Mais la tête, à tout est là. Le meilleur moment pour la pêche au trou, c'est la nuit, quand le vent tombe et que la mer se calme. Maviri, le patron pêcheur, est l'un des grands spécialistes de la pêche au trou à Rouroutou. Ce soir, il a décidé de poser ses lignes au sud de l'île. Ici, les zones de pêche se transmettent de père en fils et sont jalousement gardées. Maviri retrouve ses trous grâce à des repères à terre que lui seul connaît. Une fois regagnée la zone de pêche, l'équipage prépare ses lignes. L'appât utilisé pour cette pêche, c'est le marara, le poisson volant. Maviri et ses marins utilisent des galets choisis sur les plages en guise de plomb. Ils les fixent à l'hameçon avec une feuille de pandanus. Maviri a pris plusieurs hameçons. Il en choisit un en fonction du poisson qu'il veut attraper et fixe l'appât solidement sur sa base.
Il attache ensuite le galet par un nœud spécial qui va libérer la pierre dès qu'elle touchera le fond. L'équipage utilise des lignes qui mesurent entre 400 et 700 mètres. Ce soir, la zone de pêche est à plus de 300 mètres. Il va falloir 5 bonnes minutes à l'hameçon pour atteindre les profondeurs obscures. C'est là que vivent les Uravena. L'entreprise est délicate. Il faut beaucoup de dextérité pour faire descendre l'hameçon jusqu'au fond sans perdre le poids. Après avoir libéré le galet, l'hameçon flotte entre deux eaux et attend sa proie. À peine a-t-il mis sa ligne à l'eau que Maviri sent les premières touches. La zone est bonne. Au bout de quelques minutes, le premier Uravena est remonté. C'est le signal qu'attend Manuel pour immerger sa ligne. En plus de l'appât, les pêcheurs fixent un leurre lumineux sur la ligne. À de telles profondeurs, ce point est un véritable phare pour le poisson qui ne peut pas le louper. Les prises se succèdent et la première grosse pièce est pour Manuel. Elle semble tout droit sortie de la préhistoire. C'est un mana, un poisson que l'on pêche rarement à Rurutu. Pour l'équipage, c'est l'aubaine. Ce poisson a été commandé par un restaurateur. À peine pêché, il est déjà vendu. Toute la nuit, le bateau tourne en rond au-dessus de la zone de pêche. Il ne s'arrête que pour remonter les prises, qui sont de plus en plus grosses. Le temps de changer l'appât et les lignes sont remises à l'eau. Quelques instants plus tard, et après un combat de plusieurs minutes, Manuel et Adrien sortent une pièce qui dépasse les 90 kilos, le record de cette nuit incroyable où à peine 10 mots sont échangés entre les hommes et où des poissons d'un autre âge sortent de l'eau. Après une nuit de pêche glaciale, l'équipage rentre au port dès le lever du soleil. Sitôt arrivés, les poissons sont débarqués et triés. Sur le quai, les futurs acheteurs commentent la pêche et inspectent la marchandise. Pour l'équipage, ce n'est pas une bonne pêche, malgré la quantité.
Une trentaine de kilos d'Uravena sont vendus. Le mana, lui, sera livré au restaurateur. Les 2 énormes pièces de 90 kilos seront débitées et offertes aux clients, à la famille et aux voisins. Dans le langage populaire, ces poissons, qui vivent dans les eaux froides, s'appellent aussi des poissons purges et des poissons huiles, des surnoms qu'ils doivent à leur chair très grasse et très laxative. Si on oublie de les imprégner de jus de citron avant la cuisson, l'effet ne se fait pas attendre. Les Polynésiens le savent bien et les mangent en petite quantité, avec prudence. À 7 heures du matin, tout le poisson est distribué et les marins peuvent enfin aller dormir. Pour assurer les repas de tous les jours, pas besoin de partir en haute mer. Les Rurutu se fournissent directement sur le récif. Le plus souvent, ils se contentent d'une pêche rapide sur le platier. Ils trouvent là les poissons de roche, perroquets, vieilles et mérous, qui vivent à fleur d'eau. Une simple canne à pêche suffit alors à attraper le repas de la famille, et c'est le rôle des femmes. Rurutu, c'est le paradis des femmes. Alors la femme doit être toujours jolie, propre, sentir bon. Alors elle a accès, par exemple, à des activités pas très lourdes. Par exemple, elle n'a pas le droit d'aller au large. Il n'y a pas de lagon ici, hein? Elle va sur le récif. Et puis on a des flaques d'eau, hein, un peu en retrait à l'intérieur du récif. Mais en dehors, c'est déjà le large. Elle n'y va pas. J'ai jamais vu une femme partir au large avec sa pirogue et des lignes, parce que c'est dangereux. Son mari fait ce travail-là, hein, tout ce qui est travail à risque, dangereux, hein, c'est l'homme qui fait, c'est pas la femme. Alors elle se contente des petits lagons, enfin des petits flaques d'eau sur le récif. Elle ramasse les algues, les palous, les chapeaux chinois, les mollusques, hein, pour manger si c'est la saison. C'est avec beaucoup de plaisir que les femmes exécutent ces tâches ménagères particulières. À chaque fois qu'elles ont besoin de poissons ou de crustacés, elles viennent ici, sur le platier. En quelques minutes, le repas est assuré. Aujourd'hui au menu, oursin au citron et friture de poissons de roche. Ici, pas de gaspillage. On attrape ce que l'on peut manger, jamais plus. Très tôt, les jeunes filles accompagnent leur mère et apprennent à connaître ce qu'il y a de bon à manger sur le récif et à quelle période on peut le consommer. En dehors du poisson, c'est sur le platier que les femmes ramassent les coquillages, les oursins, les pieuvres et les holoturies ou concombres de mer, qu'on appelle ici les roris. Ils font partie de la famille des oursins et sont très prisés des Rurutu. Ils seront cuits samedi dans le four tahitien. Les concombres de mer se nourrissent en absorbant les particules organiques contenues dans le sable et les recrachent sous forme de filaments blanchâtres. Une fois vidés et soigneusement grattés, les roris sont cuits avec du lait de coco et des feuilles de taro. Le atouré est un poisson précieux. En tahitien, atouré, ça veut dire la loi. Avant, nos ancêtres le respectaient beaucoup et le Conseil des sages le protégeait. À la saison de la reproduction, ils plantaient des feuilles de cocotier devant chaque passe de village, interdisant ainsi à la population d'aller les pêcher. Quand les feuilles tombaient au sol, c'était le signal, et tous les habitants, ensemble,
sortez les filets pour les tendre dans les passes à marée basse. Les atourés étaient ensuite répartis entre les 3 villages et distribués à tous les Rurutu. Les Rurutu ont un grand respect pour la mer. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont familiarisés avec la pêche et le monde marin. Comme Tiran et son cousin, qui pratiquent la pêche au filet. Ils prennent du temps pour choisir leur zone de pêche. Il s'agit de ne pas retourner à chaque fois au même endroit pour préserver l'équilibre naturel. Tiran utilise des filets à mailles suffisamment grandes pour laisser passer les petits poissons. La technique est simple. Un filet est disposé en poche à la sortie du récif et on rabat les poissons à l'aide de pierres ou de rabatteurs. C'est malheureusement souvent beaucoup d'énergie pour un résultat bien maigre. Heureusement, comme tous les Rurutu, Tiran possède sa parcelle de taro et son potager, son fa'apu. Ici, c'est la principale occupation des hommes quand ils ne sont pas à la pêche. Quand tu es pêcheur ici, c'est pas parce que tu es pêcheur tout seul, non. Tu as la famille aussi à la maison. Tu as ton fa'apu, tu as ton taraudière. Alors quand la mer est calme, les pêcheurs profitent à aller à la pêche pour rattraper du poisson, pour la nourriture de la maison. Et quand ça fait mauvais, ils profitent pour le fa'apu. Comme leurs ancêtres, les Rurutu cultivent le taro dans des plantations en terrasse, parcourues de canaux qui irriguent chaque parcelle. Une culture qui rappelle celle des rizières d'Asie, d'où provient le taro. Le taro est la plus importante culture de l'île et la nourriture de base des Rurutu. Après chaque récolte, ils retournent entièrement les parcelles et recouvrent le sol de palmes de cocotier, le niao, pour conserver le sol humide. Ensuite, il ne leur reste plus qu'à planter les boutures à la lune décroissante et attendre la récolte dans 6 ou 8 mois. Ces agriculteurs-pêcheurs profitent du climat favorable et des sols fertiles pour développer des cultures de légumes moins exotiques, comme les choux, les carottes ou les pommes de terre. Des légumes qui fournissent en quantité les marchés de Tahiti. « 16 heures. Après une bonne journée passée au travail, Taïraou s'offre un moment de détente et va à la pêche au toto. C'est sûrement la pêche la plus sportive et la plus appréciée des vieux Rurutu. Elle se pratique sur le bord du récif, là où les vagues se brisent. Taïraou court sur le récif à la recherche de passes. Dès qu'il en repère une suffisamment petite, il y glisse son toto. Le toto, c'est cette sorte de grande épuisette ovale que Taïraou tient d'une seule main, l'autre étant occupée à maintenir son équilibre. Quand les vagues refluent, il effraie les poissons à l'aide d'un bâton. Les poissons se précipitent alors à l'intérieur de son filet. Il faut de la force pour résister à l'assaut des vagues et rester en bonne position avec le toto. Les jeunes Rurutu abandonnent petit à petit cette pêche très physique. Il ne reste plus que quelques irréductibles. Certains d'entre eux développent des hernies à cause des vagues qui viennent frapper leur ventre trop fort.
Après quelques bonnes tasses et des éraflures, le pêcheur de Toto ramène habituellement une bonne pêche qu'il prépare directement sur la plage pour ne pas risquer de faire tourner le poisson avec la chaleur. Encore un repas bien gagné pour Taïraou. Ce soir, c'est poisson grillé et taro. Comme tous les matins, notre groupe de plongeurs part au-devant des cétacés. Depuis plusieurs jours, nous n'avons vu qu'un jeune mâle très excité et nous n'avons pu nous mettre à l'eau. Mais ce matin, la chance nous sourit. Les pêcheurs ont aperçu une baleine et son baleineau au large du village d'Avera. Et quand les baleines sont avec leurs baleineaux, elles sont plus faciles à approcher. Elles sont plus calmes et restent des heures au même endroit. Pour les passionnés qui nous accompagnent, c'est enfin l'occasion de plonger avec les cétacés. Une fois repérés, il ne nous reste plus qu'à nous mettre à l'eau et les approcher. C'est une sensation extraordinaire que de nager avec ce bébé de 2 tonnes qui ne semble pas effarouché par notre groupe. C'est même avec un plaisir apparent qu'il joue avec nous. Plus tard, quand il sera adulte, ce jeune mâle reviendra à son tour à Rurutu pour se reproduire. Et, si les hommes le permettent, il reviendra chaque année au même endroit pendant 40 ans. De quoi faire rêver des générations de passionnés de baleines. Et le petit marin, c'est un petit bateau fait exprès pour le poisson volant. Sa barre, c'est tout à fait devant, avec un morceau de bois. Parce qu'on ne peut pas mettre un volant en volant. Parce que c'est un peu difficile pour tourner, pour aller après le maro volant. Avec la direction comme ça, avec un peu de bois devant, c'est vite. Quand tu veux tourner à gauche, c'est à gauche, c'est tout vite. Alors, avec l'épuisette, et puis ta lumière sur la tête, avec le chapeau tout, et tu vas au poisson volant. Alors, quand le poisson volant saute de loin, tu es obligé d'aller à l'attaque. Il y en a des autres, quand tu fais fort ton moteur, il y a 4 ou 5 qui s'envolent. Alors, il ne suffit pas d'attraper tous les 5 en même temps, tu ne vas pas pouvoir attraper. Il faut attaquer un seul. Quand un poisson volant passe devant toi, il faut attaquer ça. Hein? Si tu veux attraper tous les 5 en même temps, tu n'auras pas de poisson. Ouais. Parce que c'est vraiment difficile à avoir ces poissons-là. Parce qu'ils courent.
La pêche aux poissons volants, le marara, est une des pêches les plus anciennes de Polynésie. Elle demande à la fois de la vivacité et de la précision. Ce soir, Pierre et Matao pêchent sur leur petit marara. Ces bateaux à moteur très maniables ont été conçus à l'origine spécialement pour ce type de pêche. Les anciens, eux, allaient à la pêche au marara avec les pirogues traditionnelles. Ils embarquaient à 3, 2 hommes aux rames et un à l'avant de l'embarcation avec son ouata, une sorte de raquette avec laquelle il attrapait les poissons. Aujourd'hui, l'épuisette a remplacé la raquette. La technique a évolué, mais les gestes restent les mêmes. Une fois que Matao a repéré le poisson avec sa lampe, il doit s'en approcher le plus vite possible avant qu'il ne plonge. Les Roroutou raffolent du marara. Ils le mangent frit au petit déjeuner, mais c'est aussi l'appât préféré des pêcheurs. Pour aller à la pêche au marara, il faut que la mer soit calme et qu'il n'y ait pas de lune. D'après les anciens, elle pourrait faire tourner le poisson. Ce soir, la pêche a été bonne. Une fois rentrés au port, les pêcheurs attachent les poissons par paquets de 5 en filoche. Ils iront les vendre au lever du jour devant l'épicerie de Moerai, de quoi payer l'essence des bateaux. Au petit jour, l'île se réveille lentement. Le vent n'est pas levé et la marée est basse, l'idéal pour une partie de chasse sous-marine. À l'heure où Pierre et Matao vendent leur marara, les chasseurs sous-marins partent en mer. Les Polynésiens pratiquaient déjà la plongée sous-marine avant l'arrivée des Européens pour se nourrir, mais aussi pour récolter les nacres et les coquillages. Ils utilisaient la méthode traditionnelle du fa'aoro. Ils plongeaient à l'aide d'une corde et d'une pierre, ce qui leur permettait de descendre de grandes profondeurs. On leur doit plusieurs techniques, comme celle de l'agachon. C'est une technique de chasse sous-marine très tactique. Il faut rester immobile à l'entrée du trou du poisson en attendant qu'il se montre. On leur doit aussi la flèche tahitienne, connue pour son efficacité, ou encore le fusil tahitien en bois à la gâchette actionnée par le pouce, l'ancêtre de nos fusils actuels. Si
Si la chasse sous-marine est devenue un loisir dans le monde entier, en Polynésie, elle reste un moyen rapide et agréable de se nourrir. Le Maramou souffle sur Rurutu. Le Maramou, c'est le vent du sud, le vent polaire qui monte de l'Antarctique avec son cortège de dépressions qui font gonfler la mer, un vent glacé qui fait oublier qu'on se trouve en Polynésie. Le Maramou, ici, il y en a des gens qui vont à cette pêche de Maimai. Quand tu vois de loin les oiseaux qui descendent dans la mer, un ou deux oiseaux, tu vas à la poursuite de cet oiseau. Et là, tu peux, quand tu arrives à côté le poisson, l'oiseau, tu vois le Maimai, la queue en haut. Alors, tu cavales après. Et s'il y a 3 ou 4 qui se lèvent en haut, il ne suffit pas d'attraper tous les 4 en même temps. Non, il faut toujours aller avec un. Comme ça, tu peux attraper. Et quand tu es à côté, pop, le harpon. Depuis 3 jours, le vent du sud souffle. La mer se déchaîne, les bateaux sont bloqués au port, mais c'est le moment où les mahi-mahi, les dorades coryphènes, montent à la surface pour se nourrir. Pour Gilbert, c'est le bon moment. Il y a plusieurs façons de pêcher la dorade. À la traîne, qui se pratique par mer calme, ou alors par gros temps à la fouenne, un harpon à 5 pics. Après avoir repéré sa proie, Gilbert la poursuit en bateau dans les creux, les moteurs poussés à fond. Pour chasser, la dorade stresse et change de couleur, passant du bleu électrique au vert émeraude ou à l'argent. Mais la rapidité de l'animal et les conditions de mer font que l'on rentre souvent bredouille. Mais Gilbert est un bon pêcheur, et la femelle dorade n'a pas échappé à sa fouenne. Quand, à la nuit tombée, les plages de l'île se mettent à grouiller d'enfants, c'est signe que le week-end arrive à grands pas. Il faut regrouper les ingrédients pour la tradition du four tahitien. Toute la famille est sur les rangs, les petits comme les grands. Les enfants recherchent les petits crabes translucides qui serviront de ferment pour le taïoro, le coco fermenté qui accompagne les plats du four tahitien. L'aimaa, le four traditionnel, demande beaucoup de préparation. Et là encore, tous les enfants du village y participent. Ils effectuent les tâches que les adultes ont du mal à faire, comme monter au cocotier où souplesse et adresse sont de mise. La nature de l'île est généreuse. On trouve à portée de main tout ce dont on a besoin. Le cocotier fournit ses noix et le taro fournit sa racine pour la préparation du poi et du tiromi. Ces grandes feuilles servent d'épinards. Ce sont les produits de base du four tahitien. Le cocotier fournit aussi ses palmes que l'on utilise en guise de plat. Les noix de coco, elles, sont choisies en fonction de leur maturation. Les noix sèches seront épluchées
et serviront pour la fabrication du taïoro. À la maison, tout le monde met la main à la pâte et chacun a un rôle bien défini et une tâche précise à effectuer. Il faut préparer les paniers en palme de coco pour le tiromi, nettoyer et trier les feuilles de taro et éplucher les noix de coco. Depuis le matin, les racines de taro cuisent. Il va falloir maintenant les nettoyer et les piler pour préparer le tiromi et le poi. Pendant ce temps, Jacquina et Tifrère, son mari, préparent le feu. Après avoir creusé un trou qu'ils remplissent de braise, ils déposent au milieu des bûches des pierres de basalte poreux qui n'éclatent pas sous l'effet de la chaleur. Maintenant, il faut piler les racines de taro. Les Rorutu utilisent pour cela un pilon en corail. Il y a deux façons de piler le taro selon que l'on souhaite obtenir du tiromi ou du poi. Le tiromi est pilé grossièrement pour obtenir une pâte compacte, alors que pour faire le poi, il va falloir piler plus longtemps pour obtenir une pâte plus légère. On va ensuite mettre le tout dans les paniers. Les aliments comme la pieuvre sont enveloppés de feuilles d'aouti, solides, flexibles, sans odeur ni sève nocive. Ils vont ensuite cuire lentement à l'étouffée. La préparation du taïoro demande beaucoup d'attention. Il faut d'abord râper la pulpe de coco avec une râpe en corail pour que les morceaux ne soient pas trop gros. Une fois le coco râpé, il faut y ajouter le ferment, les petits crabes ramassés la veille sur la plage et mélanger. Pendant que les holoturies dégorgent, on prépare le lait de coco. Après avoir râpé la pulpe de coco, on la passe dans un filtre naturel, en l'occurrence une gaine de cocotier, et on le rajoute au poulet fafa et au rori, les concombres de mer. C'est le lait de coco qui donne cette saveur succulente et adoucit la fermeté des roris. Avant de fermer les cocottes, on couvre les plats de feuilles de taro. Il faut ensuite attendre que les pierres soient suffisamment chaudes pour mettre les plats à cuire. Le bois a entièrement brûlé et les pierres sont chauffées à blanc. Les plats ne doivent pas entrer en contact direct avec les pierres. Ils sont donc isolés du feu par un tronc de bananier écrasé.
Une fois les marmites judicieusement installées, il ne reste plus qu'à recouvrir soigneusement le feu et laisser cuire à l'étouffée jusqu'au lendemain. Le soir venu, quand le vent tombe, Jacquina, Jeanne et les enfants se rendent près des petits cours d'eau. Même si l'île n'en compte pas beaucoup, ils offrent eux aussi de quoi se nourrir. On y trouve anguilles ou écrevisses locales, que l'on appelle ici des chevrettes. Ce sont des petits crustacés d'eau douce que l'on attrape avec une petite fouenne, réplique en miniature de celle que l'on utilise en mer. Si l'on est très adroit, il suffit de quelques minutes pour remplir un seau et ajouter un autre plat au repas dominical. Celui-là, c'est gros. Hein. Là, que la paquet est gros, quoi. Ouais, ouais. Doucement, le jour chasse la nuit et la nature se réveille. Sur le platier, les aigrettes cherchent des crabes ou des petits poissons prisonniers des flaques. En mer, notre jeune mâle cherche toujours sa belle. Au loin résonnent les premiers chants religieux. Nous sommes dimanche. Le dimanche est un jour consacré à la famille et à la prière. Les Rouroutous se réveillent tôt pour assister à la messe. Les 4 religions sont représentées ici et les protestants sont les plus nombreux. Le Faré Amouiraha, la maison des prières, est le lieu où l'on prie et où l'on chante, mais c'est aussi là que se décident les travaux communautaires. La messe, c'est l'occasion de se retrouver pour entonner les chants polyphoniques du Pacifique, les hyménées. C'est là qu'on vient montrer son nouveau chapeau fabriqué patiemment dans la semaine par chaque femme du village. Nui, buat kurma. Tu apa? Elle m'a devenu comme ça. Et c'est le moment tant attendu. Tout au long de la semaine, les Rouroutous ont préparé ce repas, ramassant coquillages, crustacés, poissons. La famille réunie, toutes générations confondues, comme par le passé.
Loin des grandes zones d'influence et comme hors du temps, Rorotu a su garder sa culture et ses coutumes. Les hommes y vivent en parfaite harmonie avec la nature, ne prélevant que ce dont ils ont besoin pour vivre simplement, en laissant à leurs enfants un monde identique à celui qu'ils ont reçu. Un monde où ils pourront encore longtemps admirer la danse des baleines. Et en octobre, quand les fleurs de l'arbre aux baleines tomberont, il sera temps pour les tohora de repartir lentement vers le sud, laissant la mer aux seuls pêcheurs de Rorotu.